Nous assistons à un moment politique rare aux États-Unis, un moment où les tensions ne se jouent plus seulement entre partis adverses, mais à l'intérieur même du camp présidentiel. Ce qui se déroule actuellement à Washington ne peut pas être réduit à une simple querelle de personnes ou à un épisode de communication agressive. Il s'agit d'un affrontement beaucoup plus profond, qui touche au cœur même de l'architecture du pouvoir américain et à la manière dont l'autorité exécutive est censée être exercée, limitée et contrôlée. Tout commence par un fait en apparence technique mais politiquement explosif. Des sénateurs républicains ont voté en faveur d'une résolution visant à restreindre la capacité du président à engager unilatéralement des actions militaires. Dans le système politique américain, ce type de vote est exceptionnel lorsque le président et le Congrès sont dominés par le même parti. Ce geste ne relève donc pas d'une opposition idéologique classique, mais d'un signal d'alarme institutionnel. Il traduit une inquiétude croissante face à l'usage extensif, voire agressif, des prérogatives présidentielles en matière de guerre et de sécurité nationale. La réaction de Donald Trump à cette fronde interne est révélatrice du climat actuel. Plutôt que de chercher à convaincre, à négocier ou à rassurer, le président aurait répondu par la colère et l'intimidation verbale. Cette réaction n'est pas anodine. Elle éclaire une conception du pouvoir où la loyauté personnelle prime sur la logique institutionnelle, et où la contestation interne est perçue non comme un mécanisme normal de la démocratie, mais comme une trahison. Pour de nombreux élus, cette attitude pose une question fondamentale. À partir de quel moment le respect de la Constitution doit-il l'emporter sur la discipline partisane ? Ce contexte est d'autant plus sensible qu'il coïncide avec une série de décisions et de déclarations qui élargissent considérablement le champ d'action de l'exécutif. La proclamation d'un état d'urgence lié aux actifs pétroliers vénézuéliens en est l'exemple le plus marquant. Officiellement, cette mesure est justifiée par des considérations de sécurité nationale et de politique énergétique. Mais dans les faits, elle confère au président des pouvoirs élargis lui permettant de contourner des procédures législatives ordinaires, de rediriger des ressources et d'agir avec un contrôle parlementaire réduit. Dans l'histoire américaine, l'état d'urgence a toujours été un outil ambivalent. Il peut être indispensable face à des catastrophes naturelles ou à des menaces immédiates, mais il peut aussi devenir un instrument de concentration du pouvoir lorsqu'il est utilisé dans des contextes politiquement tendus. C'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui une partie du Congrès. Le timing de cette déclaration, combiné à une contestation interne croissante et à des questions persistantes sur la transparence de l'administration, alimente le soupçon d'une stratégie de contournement plutôt que d'une réponse strictement technique à une crise objective. Au-delà des débats juridiques, la dimension géopolitique est centrale. Le Venezuela n'est pas seulement un dossier régional. Il s'agit d'un nœud stratégique où se croisent intérêts énergétiques, rivalités de grandes puissances et équilibres régionaux en Amérique latine. En renforçant son emprise sur les actifs pétroliers vénézuéliens, Washington envoie un message à plusieurs acteurs à la fois. Au marché, aux alliés, mais aussi à des concurrents stratégiques comme la Russie ou la Chine, très présents dans la région. Cette posture peut être interprétée comme une démonstration de force, mais elle comporte aussi des risques diplomatiques importants. C'est précisément cette accumulation de décisions, de déclarations et de réactions excessives qui transforme la situation actuelle en véritable test institutionnel. Les parlementaires républicains qui ont voté contre leur propre président ne l'ont pas fait par hostilité idéologique, mais par crainte des précédents que ces actions pourraient créer. Car en politique américaine, chaque pouvoir exercé sans contestation devient potentiellement une norme pour l'avenir. Ce qui est toléré aujourd'hui au nom de l'urgence ou de la loyauté partisane pourra être revendiqué demain par un autre président, dans un tout autre contexte. Ainsi, ce qui se joue en ce moment dépasse largement la personnalité de Donald Trump. Il s'agit d'une interrogation collective sur la nature du pouvoir présidentiel, sur les limites réelles du système de freins et contrepoids, et sur la capacité des institutions américaines à se défendre lorsque ces limites sont mises à l'épreuve. Ce n'est pas encore une rupture, mais c'est un point de tension critique. Et c'est à partir de ce point que l'analyse doit se poursuivre pour comprendre pourquoi cette séquence pourrait marquer un tournant durable dans l'équilibre politique et géopolitique des États-Unis. Pour comprendre pourquoi cette situation provoque un tel malaise au sein même du Parti républicain, il faut revenir à la logique profonde du système constitutionnel américain. La présidence n'a jamais été conçue comme un pouvoir absolu. Elle est une délégation temporaire, encadrée par le Congrès et soumise à des règles précises, notamment lorsqu'il s'agit d'engager la nation dans un conflit armé. Le War Powers Act, adopté après la guerre du Vietnam, incarne cette volonté historique de ne plus laisser un seul homme décider du sort militaire du pays sans consultation démocratique. Or, ce qui inquiète aujourd'hui de nombreux élus, ce n'est pas uniquement ce que le président a fait, mais ce qu'il a laissé entendre qu'il pourrait faire. Lorsque le chef de l'exécutif évoque publiquement la possibilité d'actions militaires contre des territoires alliés ou stratégiquement sensibles, même sous forme de rhétorique, cela déclenche mécaniquement des processus internes au Pentagone et aux agences de sécurité. Des scénarios sont étudiés, des plans sont esquissés, des options sont mises sur la table. À partir de ce moment-là, la marge de manœuvre du Congrès se réduit rapidement, car intervenir une fois les forces engagées devient politiquement et humainement beaucoup plus coûteux. C'est précisément pour éviter ce glissement que certains sénateurs ont choisi d'agir en amont. Leur vote n'est pas un rejet du principe d'une politique étrangère ferme, mais une tentative de réaffirmer un principe fondamental. L'usage de la force doit rester une décision collective et non l'expression de la volonté ou de l'impulsion d'un seul dirigeant.
Ce raisonnement explique pourquoi la contestation actuelle ne peut pas être interprétée comme une simple manœuvre de faiblesse ou de rivalité interne. Elle traduit une prise de conscience institutionnelle tardive, mais potentiellement décisive. Parallèlement à cette dynamique, la question de la transparence joue un rôle central. L'administration avait fait de la divulgation d'informations et de la clarté des processus une promesse politique forte. Or, plusieurs retards et reports dans la publication de documents sensibles ont suscité des interrogations croissantes au Congrès. Des demandes de clarification ont été formulées, suivies d'appels à des examens par les inspecteurs généraux, non pas pour accuser formellement l'exécutif de faute, mais pour comprendre pourquoi les engagements annoncés n'ont pas été respectés dans les délais. Dans un système démocratique, ce type de contrôle est normal, presque banal. Pourtant, dans le climat actuel, il est perçu par la Maison-Blanche comme une menace directe. La raison en est simple, la transparence produit des traces, et les traces limitent la capacité de réécrire les récits a posteriori. Plus les processus sont documentés, plus il devient difficile de gouverner par l'urgence permanente et la communication de crise. C'est ici que l'état d'urgence prend une autre dimension, non plus seulement comme outil de gestion, mais comme mécanisme politique. En déclarant une urgence nationale dans un contexte de contestation et de surveillance accrue, l'exécutif modifie le terrain du débat. L'attention se déplace des questions de procédure vers des enjeux présentés comme existentiels. La critique est alors plus facilement disqualifiée comme irresponsable ou antipatriotique. Ce déplacement narratif est un classique de la politique du pouvoir, mais son efficacité dépend largement de la capacité des contre-pouvoirs à refuser cette logique et à maintenir le débat sur le terrain du droit et des institutions. C'est à ce stade que l'enjeu devient véritablement géopolitique. Les partenaires internationaux des États-Unis observent attentivement ces signaux internes. Lorsqu'un pays donne l'impression que ses décisions de politique étrangère peuvent changer brutalement en fonction de considérations internes ou de tensions personnelles, la crédibilité de ses engagements est inévitablement affectée. Les alliés s'interrogent sur la solidité des garanties américaines, tandis que les adversaires testent les limites du système en cherchant des failles exploitables. Cette incertitude a un coût réel. Elle se traduit par une volatilité accrue sur les marchés, par une prudence renforcée des investisseurs et par une recomposition progressive des alliances. Les grandes puissances concurrentes n'ont pas besoin de confronter directement les États-Unis. Il leur suffit parfois de laisser les contradictions internes fragiliser la cohérence stratégique américaine. C'est cette dimension silencieuse, moins spectaculaire que les déclarations tonitruantes, mais infiniment plus structurante, qui fait de la crise actuelle un moment charnière. À mesure que ces tensions s'accumulent, une question s'impose. S'agit-il d'un épisode passager ou du symptôme d'une transformation plus profonde de la manière dont le pouvoir est exercé à Washington? La réponse dépendra largement de la capacité du Congrès, et en particulier de la majorité présidentielle, à maintenir une ligne de défense institutionnelle cohérente sur la durée. C'est cette continuité, ou son absence, qui déterminera si cette séquence restera un avertissement ou deviendra un précédent durable. À ce point de l'analyse, il devient essentiel de dépasser le cadre strictement américain pour mesurer les effets systémiques de cette crise sur l'équilibre international. Les États-Unis ne sont pas un acteur ordinaire. Leur fonctionnement interne, leurs hésitations et leurs conflits institutionnels produisent des ondes de choc bien au-delà de leurs frontières. Lorsque le centre de gravité du pouvoir américain vacille, même temporairement, l'ensemble du système international en ressent les effets. Le dossier vénézuélien en est une illustration parfaite. Depuis des années, le Venezuela est devenu un terrain de confrontation indirecte entre grandes puissances. La dégradation de son économie, l'effondrement de ses institutions et la centralité de ses ressources pétrolières en ont fait un enjeu stratégique majeur. En renforçant son contrôle sur les actifs énergétiques vénézuéliens sous couvert d'état d'urgence, Washington ne se contente pas de gérer une crise régionale. Il redessine les rapports de force énergétiques mondiaux et envoie un signal clair à ses concurrents stratégiques. Pour la Russie et la Chine, très impliquées économiquement et politiquement en Amérique latine, cette évolution est perçue comme une tentative de réaffirmation de l'hégémonie américaine dans ce que Washington considère encore comme sa sphère d'influence traditionnelle. Mais cette réaffirmation s'opère dans un contexte de fragilité interne, ce qui la rend paradoxale. D'un côté, les États-Unis affichent une posture de fermeté et de contrôle. De l'autre, leurs divisions internes révèlent une incertitude stratégique qui affaiblit la portée de cette démonstration de force. Les alliés européens, quant à eux, observent cette situation avec une inquiétude croissante. Ils sont pris entre leur dépendance structurelle à la puissance américaine et la nécessité de protéger leurs propres intérêts face à une politique américaine de plus en plus imprévisible. Lorsque le président des États-Unis évoque la possibilité d'actions militaires unilatérales ou traite les engagements internationaux comme des options réversibles, la confiance qui fonde les alliances se fissure. Or, dans le système international, la confiance est un capital aussi précieux que les capacités militaires. Cette perte de prévisibilité ne se limite pas au domaine sécuritaire. Elle affecte également les relations économiques, commerciales et financières. Les entreprises multinationales, les investisseurs institutionnels et les marchés réagissent non seulement aux décisions prises, mais à la cohérence globale de la stratégie américaine. Une gouvernance perçue comme erratique ou excessivement personnalisée accroît le risque perçu, ce qui se traduit par des arbitrages défavorables à long terme pour l'économie américaine elle-même.
C'est dans ce contexte que la question des précédents institutionnels prend toute son importance. Chaque utilisation contestée de l'état d'urgence, chaque tentative de marginaliser le Congrès, chaque réaction agressive face à la dissidence interne contribue à redéfinir, de facto, les contours du pouvoir présidentiel. Ces transformations ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles s'accumulent lentement, par strates successives, jusqu'à devenir des évidences acceptées, voire banalisées. Pour de nombreux élus républicains, le calcul est désormais moins partisan que patrimonial. Il ne s'agit plus seulement de soutenir un président issu de leur camp, mais de réfléchir à l'héritage institutionnel qu'ils laisseront derrière eux. En politique américaine, les cycles électoraux passent, mais les règles du jeu demeurent. Un pouvoir exécutif renforcé aujourd'hui pourra être exercé demain par un président d'un autre parti, avec des priorités et des méthodes radicalement différentes. C'est cette projection dans l'avenir qui commence à modifier les comportements. Cette prise de conscience explique pourquoi certains sénateurs acceptent désormais le coup politique immédiat de la dissidence. Ils savent que les réactions du président, la pression de la base électorale et les menaces de représailles politiques seront réelles. Mais ils savent aussi que l'abandon progressif des contre-pouvoirs serait, à terme, bien plus coûteux pour la stabilité du système. Dans cette perspective, le conflit actuel apparaît moins comme une crise conjoncturelle que comme un moment de clarification. Ce moment de clarification n'est cependant ni achevé ni garanti. Les institutions américaines ont montré par le passé une grande capacité de résilience, mais cette résilience repose sur la volonté des acteurs de les faire fonctionner. Les lois, les procédures et les normes ne s'appliquent pas mécaniquement. Elles exigent une adhésion active, parfois courageuse, de ceux qui sont chargés de les défendre. C'est précisément cette adhésion qui est aujourd'hui mise à l'épreuve. À mesure que la situation évolue, deux dynamiques opposées s'affrontent. D'un côté, une logique de centralisation du pouvoir, nourrie par l'urgence permanente et la personnalisation extrême de l'autorité. De l'autre, une tentative de rééquilibrage institutionnel, plus discrète, plus lente, mais potentiellement décisive. L'issue de cette confrontation déterminera non seulement l'orientation de la présidence actuelle, mais aussi la trajectoire du système politique américain pour les années à venir. À ce stade de la réflexion, il devient nécessaire de s'arrêter sur la notion même d'urgence, tant elle est au cœur de la dynamique actuelle. Dans les démocraties contemporaines, l'état d'urgence est censé être une exception, un outil temporaire destiné à faire face à des situations extraordinaires. Son efficacité repose sur une condition implicite mais essentielle, la confiance. La confiance du public dans le fait que ces pouvoirs exceptionnels seront utilisés avec retenue, proportionnalité et pour une durée limitée. Or, lorsque l'urgence devient un mode de gouvernance récurrent, elle cesse d'être une exception et se transforme en norme. C'est précisément ce basculement qui inquiète une partie du monde politique américain. La multiplication des déclarations d'urgence, notamment dans des contextes où les bénéfices concrets sont flous ou différés, alimente l'idée que ces mécanismes servent avant tout à contourner les résistances institutionnelles plutôt qu'à répondre à des menaces immédiates et clairement identifiées. Dans le cas du Venezuela, cette ambiguïté est particulièrement marquée. La situation du pays est grave depuis longtemps, tant sur le plan économique qu'humanitaire. Pourtant, l'activation soudaine de pouvoirs d'urgence intervient à un moment où la pression politique interne sur la Maison-Blanche s'intensifie. Ce chevauchement temporel ne peut être ignoré par les observateurs avertis. Il suggère une convergence entre besoins stratégiques externes et impératifs politiques internes, une convergence qui fragilise la lisibilité de l'action publique. Cette opacité relative a des conséquences directes sur le fonctionnement démocratique. Lorsque les motivations d'une décision deviennent difficiles à discerner, le débat public se polarise et la méfiance s'installe. Les citoyens ne savent plus si une mesure est prise pour leur sécurité ou pour consolider le pouvoir de ceux qui gouvernent. À long terme, cette confusion érode le contrat de confiance entre gouvernants et gouvernés, un contrat pourtant indispensable à la stabilité politique. Sur le plan institutionnel, l'état d'urgence modifie l'équilibre des forces. Il renforce l'exécutif au détriment du législatif, réduit les marges de contrôle et accélère les prises de décision. Ce phénomène peut être justifié dans certaines circonstances, mais il devient problématique lorsqu'il s'inscrit dans une logique de confrontation avec le Congrès. En cherchant à imposer ses choix par des moyens exceptionnels, l'exécutif risque de transformer un désaccord politique en crise constitutionnelle larvée. C'est ici que la réaction de certains parlementaires prend tout son sens. En s'opposant à l'extension incontrôlée des pouvoirs présidentiels, ils ne contestent pas la légitimité du président, mais la méthode. Ils rappellent que la force du système américain réside précisément dans sa lenteur relative, dans cette friction institutionnelle qui oblige à la délibération et empêche les décisions irréversibles prises dans la précipitation. Cette lenteur, souvent critiquée, est en réalité une garantie contre les dérives autoritaires. La dimension internationale de cette évolution ne doit pas être sous-estimée. Lorsque les États-Unis recourent fréquemment à des mesures d'exception, ils affaiblissent leur capacité à promouvoir l'état de droit et la gouvernance démocratique à l'étranger. Comment convaincre d'autres pays de respecter les règles internationales si la première puissance mondiale donne l'impression de les interpréter de manière opportuniste? Cette question est au cœur de la crédibilité normative américaine. Les conséquences se font déjà sentir dans le discours de certains partenaires et concurrents.
La rhétorique de la souveraineté et du non-alignement gagne en popularité dans plusieurs régions du monde. Des pays qui, autrefois, se seraient alignés sans hésitation sur Washington, cherchent désormais à diversifier leurs alliances et à réduire leur dépendance stratégique. Ce mouvement n'est pas uniquement idéologique, il est le produit d'une perception croissante d'instabilité au sommet du système international. Sur le plan intérieur, cette situation crée une tension durable entre efficacité et légitimité. Gouverner par l'urgence peut donner l'illusion de la maîtrise et de la rapidité, mais cette efficacité apparente a un coût. Elle fragilise les mécanismes de contrôle, polarise le débat politique et rend chaque décision plus contestable sur le plan juridique et moral. À terme, ce mode de gouvernance risque de produire l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de renforcer l'autorité, il l'affaiblit en la rendant dépendante de l'exception permanente. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'attitude de plus en plus prudente, voire inquiète, de certains responsables politiques américains. Ils ne cherchent pas nécessairement à bloquer l'action de l'exécutif, mais à en redéfinir les limites avant que celles-ci ne disparaissent complètement. Leur objectif n'est pas de provoquer une crise, mais d'en éviter une plus grave encore à l'avenir. La question centrale demeure donc ouverte. Les États-Unis peuvent-ils corriger cette trajectoire sans passer par une rupture brutale? La réponse dépendra de la capacité des institutions à réaffirmer leur rôle, mais aussi de la volonté collective de réhabiliter la normalité démocratique face à la tentation de l'exception. C'est sur ce point précis que se jouera la suite de cette séquence politique. Si l'on se projette maintenant vers les conséquences à moyen et long terme de cette séquence, un élément devient central, la notion de précédent. En politique américaine, les précédents ont souvent plus de poids que les intentions initiales. Une fois qu'un pouvoir a été exercé sans opposition significative, il tend à s'inscrire durablement dans la pratique institutionnelle, indépendamment de la personne qui l'a inauguré. C'est cette logique cumulative qui alimente aujourd'hui l'inquiétude de nombreux responsables politiques. Le cœur du problème ne réside donc pas uniquement dans les décisions présentes, mais dans ce qu'elles autorisent pour l'avenir. Si un président peut invoquer l'urgence pour étendre son autorité économique, militaire ou diplomatique en réponse à une pression politique interne, alors cette option deviendra une référence implicite pour ses successeurs. Qu'ils soient républicains ou démocrates importe peu. Une fois le seuil franchi, il devient extrêmement difficile de revenir en arrière sans provoquer une crise institutionnelle majeure. Cette perspective explique pourquoi le débat dépasse progressivement la figure de Donald Trump. Pour certains élus, la question n'est plus de savoir s'ils soutiennent ou non le président actuel, mais s'ils souhaitent vivre dans un système où le pouvoir exécutif peut, par la seule invocation de la crise, marginaliser durablement le rôle du Congrès. Ce glissement serait une transformation profonde de l'équilibre constitutionnel américain, aux conséquences imprévisibles. Sur le plan électoral, cette tension crée une situation paradoxale. À court terme, la fermeté et la posture de force peuvent séduire une partie de l'électorat, en particulier dans un climat de polarisation extrême. Mais à long terme, l'érosion des règles et des normes fragilise la stabilité du système politique, ce qui finit par pénaliser l'ensemble des acteurs. Les investisseurs, les partenaires internationaux et même les administrations locales ont besoin de prévisibilité pour fonctionner efficacement. Cette instabilité normative se répercute également sur la politique étrangère. Les alliés des États-Unis sont contraints d'intégrer un facteur nouveau dans leur calcul stratégique, l'incertitude institutionnelle américaine. Ils ne se demandent plus seulement ce que Washington veut faire, mais si les décisions annoncées aujourd'hui seront encore valables demain, ou si elles pourront être remises en cause par un changement brutal de cap lié à des considérations internes. Dans ce contexte, le rôle du Congrès devient déterminant. Même limité, même contesté, il demeure l'un des rares contrepoids capables de ralentir ou de canaliser l'expansion du pouvoir exécutif. Les votes sur les pouvoirs de guerre, les demandes de contrôle, les examens par les instances indépendantes peuvent sembler techniques et peu spectaculaires, mais ils constituent le socle de la responsabilité démocratique. Leur efficacité ne se mesure pas dans l'immédiateté, mais dans la durée. Il est important de souligner que cette résistance institutionnelle n'est ni homogène ni assurée. Elle dépend de la persistance de ceux qui l'incarnent. L'histoire politique américaine montre que les moments de rééquilibrage sont souvent suivis de phases de repli, lorsque la pression médiatique diminue et que les coûts politiques redeviennent trop élevés. La question clé est donc celle de la continuité. Ces signaux actuels marquent-ils le début d'un mouvement durable ou seulement une parenthèse? Cette incertitude pèse également sur l'opinion publique. Pour de nombreux citoyens, le débat sur les pouvoirs d'urgence, les résolutions parlementaires et les procédures constitutionnelles peut sembler abstrait. Pourtant, ces implications sont profondément concrètes. Les décisions prises aujourd'hui conditionnent la manière dont les ressources publiques seront utilisées, dont les engagements militaires seront décidés et dont les droits civiques pourront être protégés ou restreints en période de crise. Lorsque la confiance dans les institutions s'érode, les effets se font sentir bien au-delà de la sphère politique. L'économie devient plus volatile, les tensions sociales s'exacerbent et le sentiment d'insécurité s'installe. Dans un tel environnement, les discours simplificateurs et les solutions autoritaires gagnent en attrait, créant un cercle vicieux où l'affaiblissement des règles nourrit la demande de pouvoir fort, qui à son tour affaiblit davantage ces mêmes règles. C'est précisément ce cercle que certains élus tentent aujourd'hui de briser.
Leur démarche n'est pas exempte de contradictions ni de calculs personnels, mais elle traduit une intuition fondamentale. Un système démocratique ne se maintient pas uniquement par des élections, mais par le respect quotidien de ses limites. Lorsque ces limites sont repoussées trop loin, trop souvent, la démocratie cesse d'être un cadre et devient un simple décor. Ainsi, la séquence actuelle doit être comprise comme un moment de vérité. Elle oblige les institutions américaines à se regarder elles-mêmes et à décider jusqu'où elles sont prêtes à aller pour préserver leur propre logique de fonctionnement. Ce choix ne se fera pas en un jour, ni en un vote. Il se construira à travers une série de décisions apparemment modestes, mais cumulativement déterminantes. À mesure que cette dynamique s'installe, une autre dimension mérite une attention particulière: l'impact concret de ces tensions institutionnelles sur la société américaine elle-même. Les débats sur les pouvoirs de guerre, les états d'urgence ou les procédures de contrôle ne sont pas seulement des abstractions juridiques réservées aux experts. Ils influencent directement la vie quotidienne des citoyens, souvent de manière indirecte mais profonde. Lorsque l'exécutif agit sans cadre clairement délimité, l'incertitude devient la norme. Les marchés financiers réagissent à la volatilité politique par la prudence, voire par le retrait. Les entreprises hésitent à investir ou à embaucher, redoutant des changements soudains de réglementation, de sanctions ou de priorités économiques. Cette hésitation se traduit par une croissance plus fragile et par une exposition accrue aux chocs extérieurs. Ainsi, une crise institutionnelle apparemment lointaine peut finir par peser sur l'emploi, le pouvoir d'achat et la stabilité économique. Sur le plan social, l'affaiblissement des règles communes alimente la polarisation. Lorsque les institutions semblent incapables de jouer leur rôle d'arbitre, les conflits politiques se déplacent vers la rue, les réseaux sociaux et les médias. Chacun se replie sur son camp, convaincu que l'autre agit de mauvaise foi ou menace l'existence même du pays. Dans ce climat, le compromis, pourtant essentiel au fonctionnement démocratique, devient suspect, voire impossible. Les conséquences humaines sont également tangibles dans le domaine militaire. Chaque extension des pouvoirs présidentiels en matière de guerre augmente la probabilité d'engagement prolongé ou mal défini. Derrière les débats stratégiques se trouvent des femmes et des hommes envoyés sur des théâtres d'opérations lointains, souvent sans vision claire de l'objectif final. Pour leurs familles, cette incertitude est source d'angoisse et de désorganisation, rappelant que les décisions politiques ont toujours un coût humain. Cette réalité contribue à un sentiment plus large de fatigue démocratique. De nombreux citoyens ont l'impression que les règles changent constamment et que les décisions les plus importantes leur échappent. Lorsque la politique est perçue comme imprévisible et opaque, la participation civique tend à diminuer. Les électeurs se désengagent, laissant un espace plus large aux minorités les plus mobilisées et aux discours les plus radicaux. Dans ce contexte, la transparence promise par l'administration revêt une importance particulière. La publication des documents, la clarté des processus décisionnels et la possibilité d'un contrôle indépendant sont autant de mécanismes destinés à restaurer la confiance. Mais lorsque ces mécanismes fonctionnent mal ou trop lentement, ils produisent l'effet inverse. Le soupçon s'installe, et chaque retard est interprété comme la preuve d'une volonté de dissimulation, qu'elle soit réelle ou perçue. C'est pourquoi les demandes d'examen par les inspecteurs généraux et les commissions de contrôle prennent une dimension symbolique. Elles incarnent l'idée que même dans un climat de confrontation, certaines règles doivent continuer de s'appliquer. Leur lenteur, souvent critiquée, est en réalité le prix de leur crédibilité. Une enquête bâclée ou instrumentalisée serait contre-productive, car elle renforcerait l'idée que tout est politique, y compris la vérité. Sur le plan international, cette fragilisation interne nourrit une forme de repositionnement stratégique chez de nombreux acteurs. Des pays traditionnellement alignés sur Washington cherchent à diversifier leurs partenariats, à renforcer leur autonomie stratégique et à réduire leur exposition aux décisions américaines. Ce mouvement ne signifie pas une rupture brutale, mais une adaptation prudente à un environnement perçu comme moins stable. Pour les puissances rivales, cette situation représente une opportunité. Sans avoir à provoquer directement les États-Unis, elles peuvent exploiter leurs divisions internes, proposer des alternatives économiques ou sécuritaires et renforcer leur influence dans des régions clés. Ce jeu de long terme est d'autant plus efficace qu'il repose sur la patience et la constance, des qualités que les systèmes politiques polarisés peinent souvent à maintenir. Face à ces défis, la capacité de résilience de la démocratie américaine est une fois de plus mise à l'épreuve. Cette résilience ne dépend pas seulement des textes juridiques, mais de la culture politique, de l'attachement aux normes et de la volonté collective de les défendre. Elle suppose aussi une acceptation de la complexité et de la lenteur, à rebours des logiques de communication instantanée et de réaction permanente. La question qui se pose désormais est de savoir si cette culture peut encore jouer son rôle de garde-fou. Les signaux sont contradictoires. D'un côté, la mobilisation de certains élus et de certaines institutions montre que les réflexes démocratiques n'ont pas disparu. De l'autre, la pression constante pour simplifier, accélérer et personnaliser le pouvoir menace d'éroder ces mêmes réflexes. C'est dans cet équilibre instable que s'inscrit la suite de cette séquence politique. Les décisions à venir, même les plus discrètes, contribueront à définir si cette période sera retenue comme une alerte salutaire ou comme le début d'une normalisation de l'exception. L'issue reste incertaine, mais les enjeux, eux, sont désormais clairement visibles. À l'approche de la fin de cette analyse,
il est utile de prendre du recul et d'observer la séquence actuelle comme un révélateur plus large des transformations du pouvoir à l'ère contemporaine. Ce qui se joue aux États-Unis n'est pas isolé. De nombreuses démocraties font face à des tensions similaires, où l'exécutif cherche à s'affranchir des contraintes institutionnelles au nom de l'efficacité, de la sécurité ou de l'urgence. La singularité américaine tient au poids systémique de ses choix et à leur capacité à influencer les normes mondiales. Dans ce cadre, la présidence apparaît de plus en plus comme un poste soumis à une pression paradoxale. D'un côté, on attend du président qu'il agisse vite, qu'il tranche et qu'il incarne une forme de leadership fort face aux crises. De l'autre, le système constitutionnel exige retenue, consultation et compromis. La tension entre ces deux attentes crée un terrain propice au conflit institutionnel, surtout lorsque le titulaire de la fonction privilégie une lecture maximaliste de ses prérogatives. La situation actuelle met également en lumière la fragilité des normes informelles. Pendant des décennies, une grande partie de la stabilité politique américaine a reposé sur des usages non écrits, des traditions et une certaine autocensure du pouvoir. Lorsque ces normes sont respectées, le système fonctionne avec souplesse. Lorsqu'elles sont rejetées ou instrumentalisées, les textes juridiques se retrouvent seuls, souvent insuffisants pour contenir les dérives sans une volonté politique explicite de les faire appliquer. C'est précisément cette volonté qui est aujourd'hui en question. Les réactions de certains élus républicains montrent qu'une partie du système refuse de considérer la concentration du pouvoir comme inévitable. Mais cette résistance reste minoritaire et vulnérable. Elle dépend de la capacité de ces acteurs à maintenir leur position malgré la pression partisane, médiatique et électorale. La solidité de leur engagement sera déterminante pour l'issue de cette séquence. Dans le débat public, cette complexité est souvent réduite à une opposition simpliste entre partisans et opposants du président. Or, cette grille de lecture est insuffisante. Ce qui se joue est moins une bataille de personnes qu'un conflit de conception du pouvoir. Une conception où l'autorité émane essentiellement de l'élection et se justifie par l'action immédiate, face à une autre où l'autorité est indissociable de ses limites et de son inscription dans un cadre institutionnel durable. Cette distinction est essentielle pour comprendre les enjeux à venir. Si la première conception l'emporte, les mécanismes de contrôle risquent de devenir purement formels, activés uniquement lorsque les rapports de force politiques le permettent. Si la seconde parvient à s'imposer, même partiellement, elle pourrait réhabiliter l'idée que la contrainte institutionnelle est une force et non un obstacle. Le choix entre ces deux trajectoires n'est jamais définitif, mais il s'exprime à travers des décisions concrètes, parfois discrètes, parfois spectaculaires. Sur le plan international, l'issue de ce débat sera scrutée avec attention. Les États qui cherchent à justifier une gouvernance plus autoritaire observent les États-Unis comme un laboratoire. Chaque affaiblissement des contre-pouvoirs américains est utilisé comme argument pour relativiser les critiques occidentales sur l'état de droit. À l'inverse, chaque réaffirmation institutionnelle renforce la crédibilité normative de la démocratie libérale à l'échelle mondiale. Dans cette perspective, la question vénézuélienne et l'usage des pouvoirs d'urgence prennent une valeur symbolique qui dépasse largement leur portée immédiate. Ils deviennent des indicateurs de la capacité du système américain à absorber les chocs sans se transformer structurellement. La manière dont ces outils seront encadrés, contestés ou normalisés servira de référence pour les crises futures, qu'elles soient énergétiques, sécuritaires ou économiques. Il serait toutefois erroné de conclure que tout se joue uniquement au sommet de l'État. Les médias, la société civile, les tribunaux et l'opinion publique participent également à ce processus. Leur capacité à maintenir l'attention sur les enjeux institutionnels, au-delà des polémiques quotidiennes, est cruciale. Sans cette vigilance diffuse, les transformations les plus profondes peuvent se produire dans l'indifférence générale. La fatigue informationnelle constitue ici un risque majeur. Dans un environnement saturé de crises et de controverses, il devient difficile de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Or, les évolutions institutionnelles les plus significatives sont souvent les moins spectaculaires. Elles avancent lentement, portées par l'habitude et la répétition. Reconnaître leur importance exige un effort constant de pédagogie et de mise en perspective. C'est pourquoi la période actuelle peut être interprétée comme un moment de choix collectif, même si ce choix n'est jamais formulé explicitement. Les décisions prises, les résistances maintenues ou abandonnées, les silences et les prises de position contribueront à dessiner les contours du pouvoir américain pour la prochaine génération. Ce processus est encore ouvert, mais il se refermera progressivement à mesure que certaines pratiques se normaliseront. Il reste donc une dernière étape dans cette analyse. S'interroger sur ce que cette séquence nous apprend sur la capacité des démocraties à se corriger elles-mêmes et sur les conditions nécessaires pour que cette correction soit possible sans rupture. C'est cette réflexion finale qui permettra de donner un sens plus large à l'ensemble des événements observés. La conclusion de cette analyse ne peut être ni totalement pessimiste ni excessivement rassurante. Elle impose plutôt une lecture lucide de ce que révèle la séquence actuelle sur la nature même des démocraties contemporaines. Les États-Unis, souvent présentés comme un modèle institutionnel stable, montrent qu'aucun système n'est à l'abri de tensions profondes lorsque l'équilibre entre efficacité politique et respect des règles est mis à l'épreuve. Ce que cette période met en évidence, avant tout, c'est que la démocratie ne se résume pas à l'acte électoral. L'élection confère une légitimité,
mais elle ne dispense pas du respect des contre-pouvoirs. Lorsque l'autorité issue des urnes est invoquée pour justifier une extension permanente des prérogatives de l'exécutif, le risque est de transformer un mandat temporaire en une source de pouvoir quasi illimité. Cette dérive n'est pas toujours brutale. Elle est souvent progressive, enveloppée dans le langage de l'urgence et de la responsabilité. L'un des enseignements majeurs de cette séquence est donc l'importance des limites. Non pas comme des entraves arbitraires, mais comme des garanties collectives. Les mécanismes de contrôle, les procédures parlementaires et le rôle des juridictions apparaissent parfois lents et imparfaits. Pourtant, c'est précisément cette lenteur qui empêche la concentration excessive du pouvoir et qui permet, à terme, une correction des trajectoires politiques. Renoncer à ces garde-fous au nom de l'efficacité immédiate revient à accepter une fragilisation durable de l'état de droit. Sur le plan géopolitique, cette fragilité interne a des répercussions qui dépassent largement le cadre américain. La crédibilité internationale des États-Unis repose autant sur leur puissance que sur la cohérence entre leurs discours et leurs pratiques. Chaque entorse aux principes démocratiques est observée, analysée et parfois instrumentalisée par d'autres acteurs. À l'inverse, chaque réaffirmation institutionnelle renforce l'idée qu'une démocratie peut traverser des crises sans renoncer à ses fondements. Il apparaît également que la polarisation politique constitue aujourd'hui l'un des défis les plus redoutables. Lorsqu'une société se divise au point de ne plus partager un socle minimal de règles et de faits, la tentation est grande de considérer toute limite comme illégitime dès lors qu'elle contrarie son camp. Cette logique affaiblit non seulement les institutions, mais aussi la capacité collective à se projeter dans le long terme. Or, la stabilité démocratique repose précisément sur cette projection partagée vers l'avenir. Dans ce contexte, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les dirigeants. Elle incombe aussi aux citoyens, aux médias et aux acteurs intermédiaires. La vigilance démocratique n'est pas un état permanent. C'est un effort continu, souvent ingrat, qui consiste à défendre des principes même lorsqu'ils ne servent pas des intérêts immédiats. Sans cet effort, les normes s'érodent, non par rupture, mais par lassitude. Cette analyse invite donc à dépasser la lecture événementielle pour s'interroger sur les dynamiques de fond. La question centrale n'est pas de savoir si une décision particulière était justifiée ou non, mais si l'accumulation de ces décisions redéfinit durablement les règles du jeu. C'est dans cette accumulation, souvent discrète, que se joue l'avenir des institutions. Comprendre ce mécanisme est une condition essentielle pour éviter que l'exception ne devienne la norme. En définitive, la séquence actuelle peut encore être interprétée comme un moment d'alerte plutôt que comme un point de non-retour. Les tensions observées montrent que les mécanismes de résistance existent toujours, même s'ils sont mis à rude épreuve. Leur efficacité dépendra de la capacité collective à reconnaître leurs valeurs et à accepter les contraintes qu'ils imposent. La démocratie, en ce sens, n'est jamais acquise. Elle est un équilibre instable qui doit être constamment réajusté. C'est précisément dans cette fragilité assumée que réside sa force potentielle. Un système capable de se remettre en question, d'exposer ses propres contradictions et de débattre ouvertement de ses limites conserve une capacité d'adaptation que les régimes autoritaires n'ont pas. La période actuelle, aussi troublée soit-elle, offre donc une opportunité. Celle de rappeler que le respect des règles n'est pas un signe de faiblesse, mais une condition de la légitimité et de la durabilité du pouvoir.